Voilà, je vais vous présenter, lors de cette première séance, un cours qui traite de la mécanique des fluides parfaits. Ce cours s'adresse aux étudiants inscrits en deuxième année LMD de la filière génie des procédés. Nous allons voir une première séance qui traitera donc de la mécanique des fluides parfaits. Le programme est le suivant. Dans le premier chapitre, nous verrons des généralités sur la mécanique des fluides, puis on parlera des propriétés physiques des fluides. Enfin, on abordera la première configuration qu'on appellera l'hydrostatique. On verra par la suite la conservation de la masse, puis on terminera par le fluide parfait. Alors, voici le contenu du premier chapitre que j'ai appelé Généralité sur la mécanique des fluides. Ce cours s'appuie sur un très bon polycopié fait par Yuri Molodtsov concernant la mécanique des fluides. Et donc je vais commencer par ceci. D'abord, il faudrait qu'on puisse savoir de quoi va traiter ce cours. Et donc la question est, qu'est-ce que la mécanique des fluides? Si l'on décompose cette phrase, nous avons deux mots. D'abord la mécanique, qui est la science qui étudie le mouvement. Et nous avons également, donc par conséquent, mécanique, donc l'étude du mouvement des fluides. Or, les fluides est un adjectif qui se rapporte à la matière qui a la capacité de s'écouler facilement. Donc c'est la matière qui a la susceptibilité de s'écouler facilement. Or, un écoulement est tout de même un déplacement de la matière dans l'espace. Par conséquent, nous dirons, au cours de ce semestre, nous étudierons les écoulements. Nous étudierons les écoulements. De qui? Les gaz, les liquides, mais également les mélanges polyphasiques. Les mélanges polyphasiques tels que le mélange gaz-liquide, liquide-liquide immiscible ou bien solide, gaz ou fluide solide. Donc nous dirons que la mécanique des fluides est la science qui va étudier les écoulements. Mais pour pouvoir étudier les écoulements, c'est-à-dire pour pouvoir prédire les écoulements, il nous faudra établir les lois qui gouvernent ces écoulements. C'est ce qu'on s'attellera à faire durant tout le semestre. Nous essayerons d'établir les lois qui régissent les écoulements afin de pouvoir les prédire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au cours de ce semestre? Nous allons prédire les écoulements. Comment ça? En établissant les lois qui les gouvernent pour pouvoir prédire leurs caractéristiques. Bien, je vais maintenant passer au second point qui est la description du mouvement. Nous passerons par une description que vous connaissez très bien mais qui rapidement va être mise de côté car elle sera incapable de décrire le mouvement des liquides. La première description que vous connaissez, c'est la description lagrangienne. Viendra par la suite la description eulérienne. Donc pour l'instant, pour pouvoir décrire un mouvement, il faut pouvoir le constater, c'est-à-dire constater de visu le déplacement, pour pouvoir le décrire avec précision, c'est-à-dire mathématiquement. Donc pour cette description, nous allons commencer par voir la description lagrangienne. La description lagrangienne. C'est quoi une description lagrangienne? Comme on l'a dit, pour étudier le mouvement, c'est-à-dire les lois qui le gouvernent, il faut pouvoir les constater le déplacement, pour pouvoir les décrire de manière précise, c'est-à-dire mathématiquement. Par exemple, ce point M, que j'ai appelé le point M, lors de son mouvement, pour pouvoir l'étudier, il faut pouvoir constater ses déplacements, c'est-à-dire les différentes positions successives occupées par le point M au cours du temps. Donc, pour pouvoir donc arriver à constater les différentes positions occupées par le point M de tout à l'heure, il faudrait pouvoir les repérer par rapport à un repère. Par exemple, le repère cartésien, les axes cartésiens. Donc c'est quoi? C'est un repère fixe galiléen, OX, Y, Z, avec NX, NY et NZ sont les vecteurs de base du repère OX, Y, Z. Et O, l'origine fixe du repère, le point M, qui a pour coordonnées petit x, petit y, petit z, que voici, que je repère sur mon repère, et par conséquent, à l'instant t, le point M occupe les positions x, y, z. Au cours de son mouvement, les positions, c'est-à-dire les coordonnées x, y, z, vont subir des variations au cours du temps. Ces variations vont décrire ce qu'on va appeler une trajectoire.
une trajectoire. Qu'est-ce qu'une trajectoire? Donc ce sont les positions successives occupées par le point M au cours du temps, lors de son déplacement. Donc ce sont les équations paramétriques, ici y, z, t, ce sont les équations paramétriques de la trajectoire que va suivre votre mobile au cours du temps. Bien, donc tout cela marche quand j'avais un point M qui occupait différentes positions successives au cours du temps, ce qu'on avait appelé la trajectoire. Là, par exemple, nous réalisons une chronophotographie du mouvement, et ce sont les différentes positions occupées au cours du temps en ayant donc des delta t constants. Donc tout ceci marche si et seulement si le point M occupe un seul point de l'espace. Ce qu'on appelle le point matériel. Le point matériel, c'est une masse que l'on peut assimiler, c'est un corps que l'on peut assimiler à un point qui est doté d'une masse M. Quand maintenant nous avons un solide de dimension finie, ce solide occupe une infinité de points dans l'espace. Une infinité de points. Donc comment vais-je faire pour pouvoir constater ces déplacements dans l'espace? Il suffit de repérer par exemple un point particulier de ce solide, en l'occurrence le point d'inertie, et toujours mon repère. Donc nous avons dit que pour la description lagrangienne, il me fallait un repère fixe pour les besoins de ce cours. Donc j'ai pris un repère cartésien, OX, Y, Z, et les différentes positions successives occupées par le solide, c'est-à-dire par le point I, le centre d'inertie, je vais les suivre au cours du temps. Pour avoir les autres points, étant donné que c'est un solide indéformable, les distances resteront constantes. Elles sont invariantes. Ces distances sont constantes, invariantes. Ce qui fait qu'en fait, pour pouvoir décrire un solide de dimension finie, que je ne peux pas confondre avec un point matériel, il suffit de repérer un point particulier, par exemple le point d'inertie, et de suivre le déplacement de ce point au cours du temps. Les autres points seront déduits par, donc, étant donné que c'est un solide indéformable, par déduction, on pourra les déduire. Et donc, mais il va y avoir un problème, puisque c'est un solide de dimension finie. Lorsque, là j'ai pris un avion par exemple, si je suis son centre d'inertie, ben, je vais pouvoir donc repérer les différentes positions occupées par cet avion puisqu'elles ne changent pas. Mais il va y avoir un autre problème. C'est-à-dire que moi je prévois que le solide, que l'avion se trouve à cette position, il est là, son centre d'inertie, mais malheureusement, je m'aperçois que l'avion est arrivé, mais dans cette position. Le centre d'inertie est bon, mais je ne m'attendais pas à cette configuration. Ce qui veut dire que la description de ce mouvement n'est pas complète. Alors pour pouvoir être complet, il me faut aussi avoir les trois rotations. C'est-à-dire que quand nous avons un solide de dimension finie, il ne suffit pas de suivre le centre d'inertie simplement, il faut également adjoindre les trois rotations. Ce sont les angles psi, θ et phi qui mesurent ces rotations. Donc je récapitule sur la diapo numéro 11. Voici ce qui se passe. J'ai mon solide, je choisis un point particulier, le centre d'inertie par exemple. Les autres points seront déduits étant donné qu'elles sont constantes, invariantes. Je dois y rajouter, pour pouvoir être complet et décrire convenablement le déplacement de ce solide, les trois rotations que nous appellerons psi de t, psi, θ et phi, qui ont un nom qui s'appelle le roulis, le tangage et le lacet pour respectivement θ, psi et t. Le roulis, le tangage et le lacet pour respectivement θ, psi et t. Donc, résumons, lorsque j'ai un point matériel, c'est-à-dire un corps doté d'une masse que je peux assimiler à un point, il suffit de repérer les positions successives occupées par le solide par le point M au cours du temps pour décrire ce qu'on appellera une trajectoire.
C'est suffisant pour pouvoir décrire mathématiquement avec précision le déplacement du poids matériel. En revanche, pour un solide indéformable, ceci n'est pas suffisant. Il ne suffit pas juste de prendre un point particulier pour décrire convenablement et de manière complète le mouvement de ce solide. Il faut adjoindre les trois angles psi, θ et phi pour pouvoir être complet, pour pouvoir suivre avec précision le mouvement de ce solide indéformable. Comme on vient de le voir, tout ce qu'on a fait s'applique pour un solide. D'abord le poids matériel, c'est le cas idéal, et pour un solide indéformable. Or, nous avons dit que nous allons étudier les fluides. Et les fluides sont, comme le nom l'indique, ils prennent, comme on l'a dit au début, c'est la matière qui a la susceptibilité de pouvoir s'écouler facilement et de se déformer. Les fluides sont éminemment compressibles, donc on l'a compris, la description lagrangienne est incapable de décrire le mouvement des fluides, étant donné que c'est un milieu déformable. Nous avons une infinité de fonctions que l'on peut donc décrire avec la description lagrangienne. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, il y a une seconde description qu'on appelle la description eulérienne, avec ses fonctions de champ. Alors, nous l'avons compris, la description lagrangienne, c'est qui consistait à constater les déplacements, ne marchera plus. La description lagrangienne ne marchera plus. Donc il faudrait à présent présenter une seconde description qu'on appelle la description eulérienne avec la notion des champs. Alors je commence comme ceci. Qu'est-ce que c'est? Voilà, il faudrait, pour pouvoir mettre au point cette description, donc comment va-t-on faire? On va d'abord prendre un vecteur vitesse de composantes Vx, Vy et Vz. Vx, Vy et Vz, ce sont les trois composantes du vecteur vitesse, suivant les directions Ox, Oy et Oz. Bien, tel que Vx est d de x sur dt, c'est-à-dire la variation du déplacement suivant x par rapport au temps, Vy, la variation du déplacement y par rapport au temps, et idem pour Vz, tel que c'est égal à dz sur dt. Vz égale à dz sur dt. Bien. Eh bien, la description eulérienne, c'est quoi? C'est affecter un point de l'espace, affecter un point de l'espace dans lequel se trouve la particule fluide d'un vecteur vitesse v à un instant donné t. C'est affecter un point de l'espace où se trouve la particule fluide d'un vecteur vitesse v à l'instant t donné. C'est ça la description eulérienne. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons quadriller l'espace. Chaque point de l'espace sera doté d'un vecteur vitesse à un instant t donné. Chaque point de l'espace sera doté d'un vecteur vitesse à un instant t donné. Chaque point de l'espace, évidemment, sera concerné par une particule fluide donc, qui est en train de s'écouler. Bien. Alors, je vais, pour pouvoir expliquer plus simplement cette description, me concentrer sur 3 points uniquement. 3 points. Les voici. Nous avons les 3 points, je les ai notés par des croix sur la diapo numéro 15, la figure 6. Je les appelle x1, y1, z1 pour le premier, x2, y2, z2. Ce sont les coordonnées donc occupées par de ces 3 points, et x3, y3, z3. Et en ces 3 points, au temps t1, on suppose qu'on peut avoir la vitesse de la particule fluide, que voici. Donc au temps t1, nous avons 3 vitesses, les voici. Donc nous avons vu, en ces 3 points, nous avons relevé la vitesse v pour ces 3 points. Ça, c'était au temps t1. Puis, on laisse un peu le temps s'écouler, et on relève une seconde fois les vitesses en ces 3 points. En ces 3 points. On trouve par exemple ces comportements, ces vitesses-là. Donc parfois les vitesses restent constantes ou sinon elles ont varié. Donc voilà, la description lagrangienne, comme je viens de le dire, c'est affecter un point de l'espace dans lequel se trouve la particule fluide d'un vecteur vitesse à l'instant t donné. À l'instant t donné. Du coup, on a compris qu'il va y avoir beaucoup de vecteurs. On appellera ça un champ de vecteurs. Un champ de vecteurs. Il va y avoir beaucoup de vecteurs, donc un champ de vecteurs. Mais en même temps,
Donc là, je vous montre un peu cette description eulérienne. Il va y avoir plusieurs points qui ont été repérés par ces flèches bleues. Ça représente un champ de vitesse. Un champ de vitesse. Chaque flèche est relevée en un point de l'espace. Mais qu'est-ce que nous venons de faire là, brusquement? Ben, nous avons dit en chaque point de l'espace, c'est-à-dire en x, y, z, les trois variables spatiales, et à un instant donné, j'affecte ce point d'un vecteur vitesse. J'affecte ce point d'un vecteur vitesse. Nous venons de dire que, en fait, la vitesse dépendra des trois variables spatiales, x, y, z, et du temps, c'est-à-dire 4 variables. Elle va dépendre de 4 variables. Donc, on a compris que par rapport à la description lagrangienne, qui, elle, consistait à suivre le point, le mobile m dans l'espace, où toutes les variations s'effectuaient en fonction du temps uniquement, où il y avait uniquement des variations des dérivées ordinaires. Là, ici, nous avons compris que pour la description eulérienne, du coup, ça va être un peu plus compliqué, étant donné que nous avons 3 variables spatiales et une variable temporelle, ce qui fait 4 variables, et donc nous allons voir que les équations s'écriront en fonction des dérivées partielles et non plus les dérivées ordinaires. Ça viendra tout à l'heure, enfin dans la séance prochaine, on parlera du problème de la mécanique des fluides. Bien, donc voilà, je vais maintenant mettre au point avec vous une notion très importante qu'on appellera les lignes de courant. Alors, qu'est-ce qu'une ligne de courant? C'est le point 1, point 3. C'est une ligne. En chacun de ces points, le vecteur vitesse y est tangent. En chacun de ces points, le vecteur vitesse y est tangent. Donc, voici une ligne. En chacun de ces points, je vais prendre 3 points. Comment est-ce qu'il est le vecteur vitesse? Il est tangent. Le vecteur vitesse est tangent. C'est ce qu'on appellera une ligne de courant. Donc c'est très simple. Une ligne de courant est une ligne en chacun de ces points. Le vecteur vitesse local, il est tangent. Il est tangent. Voilà. Le vecteur vitesse est tangent. Donc maintenant, je vais essayer d'écrire mathématiquement tout ceci pour trouver l'équation mathématique d'une ligne de courant. Donc pour cela, je vais prendre ce repère fixe OX, Y, Z, tel que, comme j'ai dit tout à l'heure, les vecteurs de base du repère OX, Y, Z seront notés un X, un Y, un Z. O est l'origine du repère fixe. J'ai un point M que voici. J'ai le point M que voici. Je relie l'origine du repère à l'extrémité où se trouve le point M, Donc c'est le vecteur, le rayon vecteur, tel que R, c'est-à-dire OM, sera égal à x en x plus y en y plus z en z, ou bien de manière très simple, x, y, z verticalement. Bien, maintenant je voudrais représenter également le déplacement élémentaire dr. Donc ça va être perpendiculaire au rayon vecteur, comme ceci. dm va être égal à dx en x plus dy en y plus dz en z. Donc le vecteur déplacement élémentaire, le voici, dr, qui s'écrira comme ceci. La courbe en rouge, c'est évidemment la ligne de courant. Comment va être la vitesse? La vitesse, on le sait, v va être égal à dr sur dt. Donc c'est proportionnel à dr, donc ça va être parallèle à dr, tel que vx va être égal à vx en x plus vy en y plus vz en z. Qu'est-ce que nous pouvons dire de v et de dr? On peut dire simplement qu'ils sont parallèles. V et dr sont parallèles. Par conséquent, le produit vectoriel du vecteur v par dr va être égal à 0. Le produit vectoriel va être égal à 0. Dès que vous voyez un produit vectoriel, vous devez penser à construire la matrice. Dès que vous voyez un produit vectoriel, il faut construire la matrice. La première ligne, ce sera les 3 directions, nx, ny, nz. La deuxième ligne de cette matrice, ce sera les projections du premier vecteur. C'est-à-dire le premier vecteur, c'est v. Ça sera vx suivant nx, vy suivant ny, et vz suivant nz. Et enfin, la dernière ligne de cette matrice, ça sera les projections du déplacement élémentaire dr
suivant ces trois directions, un X, un Y, un Z. Ça me donne ceci. Donc, suivant, on a dit, la première ligne de la matrice, ça sera les trois directions, c'est-à-dire un X, un Y, un Z, les vecteurs de base du repère. La deuxième ligne, ce sont les projections du premier vecteur. Et la deuxième ligne, la troisième ligne, ça sera les projections du dernier vecteur, c'est-à-dire du vecteur élémentaire dr. Bien, comment est-ce qu'on va faire? Vous le savez, ça sera en bas ça et ça. Ça sera les moyens, c'est-à-dire Vy dz moins Vz dy, puis les extrêmes moins les moyens Vx dz moins Vz dx, et enfin Vx dy moins Vy dx. Les voici. Alors juste pour que vous le sachiez, dans la première ligne, il est certain, puisque c'est suivant nx, il n'y a pas de x. Il n'y a pas de x. C'est pour pouvoir voir si vous avez fait juste ou pas rapidement. Il n'y a pas de x. La composante suivant nx, il n'y a pas de x. Et quand je commence par Vy dz, c'est automatiquement Vz dy. La deuxième, c'est-à-dire suivant oy, il n'y a pas de y. Et quand je commence par z dx, ça va être Vx dz. Et idem pour la troisième. Donc voilà, j'obtiens donc cette matrice qui est égale à 0. Je vais pouvoir tirer une équation. dx sur Vx va être égal à dy sur Vy va être égal à dz sur Vz. C'est ça que nous allons appeler les équations des lignes de courant dont l'intégration va conduire justement à cette équation de ligne de courant. L'équation des lignes de courant. Donc voilà, résumons. Une ligne de courant est une ligne en chacun de ces points, le vecteur vitesse locale y est tangent. Pour pouvoir écrire mathématiquement ceci, il suffit juste de dire dx sur Vx égale à dy sur Vy égale à dz sur Vz. L'intégration de cette équation me conduira à l'équation des lignes de courant. À l'équation des lignes de courant. Alors, dès à présent, fixons-nous les idées. On va adopter une certaine manière de parler, une nomenclature, une façon de parler. Donc, quand la vitesse sera indépendante du temps, parce que nous avons vu qu'il va y avoir une complication puisque la vitesse dépend de l'espace et du temps, donc il faudra dès à présent utiliser les termes adéquats. Quand une vitesse sera indépendante du temps, c'est-à-dire constante, on appellera ça un écoulement stationnaire, certains l'appellent un écoulement permanent. Dans ce cas, les lignes de courant sont invariantes dans le temps, elles ne changent pas. En revanche, en écoulement instationnaire, certains l'appellent transitoire, les équations de la ligne de courant dépendent du temps. Les lignes de courant se déformeront dans le temps. Les lignes de courant se déformeront dans le temps. Dans le temps. Voilà. Bien. Alors à présent, je vais passer très rapidement sur la trajectoire. C'est quelque chose que vous connaissez déjà, donc je vais rapidement passer dessus. Donc qu'est-ce qu'on dira pour la trajectoire? La notion de trajectoire, c'est quoi? C'est suivre la particule fluide. C'est des lignes qui vont suivre la particule fluide au cours de son mouvement. Ce sont des lignes qui vont suivre la particule fluide au cours de son mouvement. Si je me concentre sur une particule en particulier, par exemple particule A, la particule que je vais nommer A, et qui a pour coordonnées XA, YA, ZA, dxa sur dt, ça représentera la vitesse suivant la direction OX, dyA sur dt, ça sera Vy, et dza sur dt, ça sera Vz. L'intégration de ces trois équations me conduisent à l'équation de la trajectoire. À l'équation de la trajectoire. Donc tout ceci, vous le verrez à l'occasion d'une application en TD. Et donc je ne m'attarde pas trop sur ça. Le plus important pour moi, c'était l'équation des lignes de courant que j'ai démontré avec vous. Et à présent, nous allons voir ce qu'on appellera des configurations d'écoulement. Des configurations d'écoulement. Ce sont des configurations classiques. C'est quoi? En fait, on va faire une injection d'un traceur ou d'un colorant et les lignes de courant vont se dessiner. Ça nous permettra d'avoir une vue d'ensemble et il y a certaines configurations très particulières qu'il faut connaître. Nous commencerons par la première configuration. Donc c'est une configuration d'écoulement. On l'appellera un écoulement unidirectionnel. Unidirectionnel.
Donc c'est la première configuration, la voici. J'ai tracé 1, 2, 3, 4, 5 lignes de courant que j'ai orientées. Elles sont horizontales. Rapidement, le vecteur vitesse, bien sûr, va être horizontal puisqu'il est tangent. Qu'est-ce que je remarque? L'écoulement se fait suivant la direction X. La vitesse est donc également suivant la direction X. Il n'y a pas de vitesse suivant Y. Il n'y a pas de vitesse suivant Z. Donc comment reconnaît-on un écoulement unidirectionnel? C'est un écoulement qui a, comme le nom l'indique, une seule direction. Une seule direction. Ceci veut dire que les vitesses suivant Y et suivant Z seront identiquement nulles. Elles seront identiquement nulles. Alors vous avez vu comment j'ai prononcé, j'ai dit identiquement nul. Pourquoi cette nuance? C'est juste pour vous dire que VY et VZ sont nuls, quel que soit X, Y, Z, sont nuls, quel que soit l'espace, partout elles sont nulles, et quel que soit le temps. Quel que soit l'espace et quel que soit le temps. Donc on appelle ça identiquement nul. Pourquoi? Parce que j'ai la vitesse qui dépend de l'espace et du temps. Donc quel que soit l'espace, quel que soit l'endroit dans lequel je me trouve, VY va être égal à 0. Et quel que soit le temps, VY va être égal à 0. Idem pour VZ. Donc voici un écoulement, voici une première configuration d'un écoulement particulier qu'on appelle un écoulement unidirectionnel. Je vais à présent passer à une seconde configuration d'écoulement qu'on appelle un écoulement convergent-divergent. Un écoulement convergent-divergent. Quand un écoulement est convergent et divergent, il doit impérativement passer par un col. Et cette forme d'écoulement est dictée par des parois. Ce sont des parois qui vont canaliser l'écoulement jusqu'à faire apparaître ce qu'on va appeler un col, là, ici au centre, ici, un col, où il y a un étranglement de la veine fluide. Un étranglement de la veine fluide provoqué par, certainement, la forme des parois. Donc nous avons un écoulement convergent qui vient de la gauche vers un col, puis l'écoulement va diverger. Et enfin, nous abordons une troisième configuration d'écoulement. La voici, c'est un écoulement avec recirculation. Alors qu'est-ce que c'est ça? Nous avons une conduite qui aboutit dans une chambre, que voici. Il y a un changement brusque de la section droite, vous le voyez bien. Donc il y a une conduite qui débouche dans une chambre. Donc il y a un changement brusque de la section droite. Et ensuite, nous avons la sortie. Les lignes de courant incidentes pénètrent dans la chambre, mais n'arrivent pas à maintenir le contact avec la paroi. Elles se décollent de la paroi. Elles n'arrivent pas à garder, par le souvenir, la direction initiale. Donc il va y avoir un décollement des lignes de courant. Et vous allez avoir cet écoulement principal. Et de part et d'autre de cet écoulement, il va y avoir des zones qu'on appelle des zones mortes. C'est du fluide qui est immobile. Initialement, le fluide est immobile. On appellera ça initialement des zones mortes. Ce sont des zones mortes. Mais au cours du temps, ces zones mortes vont commencer à tourner sur elles-mêmes et former ce qu'on va appeler des cellules de recirculation. D'où est-ce qu'elles puisent leur énergie, ces cellules, pour tourner? Elles prennent du fluide principal. En d'autres termes, quand le fluide arrive avec une certaine énergie, en ressortant de cette chambre, il va ressortir avec une énergie moindre. Où est-ce qu'elle est partie la différence? Elle a servi simplement à faire tourner ces cellules de recirculation sur elles-mêmes. Et donc voilà, nous avons compris qu'il était impératif d'essayer, parce que ces cellules de recirculation sont apparues à cause du changement brusque, changement brutal dans la section droite, et aussi à la forme de ces angles vifs. C'est pour ça qu'il est plus intéressant, et on le verra, on en parlera plus tard, il est plus intéressant de arrondir ces bords de manière à minimiser, parce qu'on l'a compris, ces cellules quand elles tournent, elles vont prendre de l'énergie, elles vont puiser de l'énergie. Donc il faudrait à tout prix les minimiser, et c'est pour ça que vous avez dans les véhicules des formes aérodynamiques, justement, c'est pour minimiser ces zones de recirculation afin de perdre le minimum d'énergie. Bien voilà, donc nous avons vu ces configurations d'écoulement particulières. Nous avons donc un écoulement unidirectionnel, il possède une seule direction, les autres vitesses dans les autres directions sont identiquement nulles. Nous avons vu un écoulement convergent-divergent.
Nous avons enfin vu un écoulement avec recirculation. Il était très important parce qu'il nous permettait de mettre en évidence ces zones de recirculation et aussi de dire que leur rotation, elle se faisait grâce à, au fait qu'elle puisait de l'énergie de l'écoulement principal en bleu. Et à présent, nous allons voir ce qu'on appellera un profil de vitesse. Donc reprenons la configuration d'un écoulement unidirectionnel. La voici. Et traçons un profil de vitesse. Commençons, comme on l'a dit en bas, soit un profil de vitesse uniforme. Alors comment trace-t-on ce profil de vitesse uniforme? On trace d'abord la ligne de base, le 0, c'est une surface, la voici, elle représente le 0, et on représentera les intensités. Les intensités. Voici les intensités. Comme le profil de vitesse est uniforme, donc ça ne change pas par rapport à l'espace, donc la vitesse est la même partout. Ensuite, je joins les extrémités par une surface, la voici, j'appellerai ça un profil de vitesse. J'appellerai ça un profil de vitesse. Ça me donne une vision rapide du type d'écoulement. Là, je le sais, la vitesse ne varie pas sur cette section droite. C'est la même. C'est la même sur toute la section droite. Voici un premier profil de vitesse. On appellera ce profil un profil de vitesse uniforme. Uniforme. Alors, vous avez dû vous rendre compte, quand il s'agira du temps, je dirais constant. Quand il s'agira de l'espace, je dirais uniforme. Uniforme. Quand l'écoulement est indépendant du temps, on appellera ça stationnaire. Quand il est indépendant de l'espace, on dira uniforme. Alors, je vais maintenant voir un second profil de vitesse, un second que voici, ce sera un profil linéaire. Donc, voici la ligne de base, toujours le 0, et je trace les différentes intensités. Vous voyez que ensuite, je joins les extrémités. Ça, c'est un profil de vitesse qui est linéaire. Le profil de vitesse y est linéaire. Et enfin, on va voir un troisième profil de vitesse. Dans ce cas, le profil de vitesse est parabolique. Le profil de vitesse sera parabolique, avec une vitesse nulle aux parois, une vitesse nulle aux parois que voici. Donc la vitesse est nulle sur les parois et maximale au centre. Et maximale au centre. Voici un profil de vitesse parabolique. Voici un profil de vitesse parabolique. Voilà. À présent, je vais passer à une manière de noter qui nous permettra de simplifier les écritures. C'est une convention de notation qu'on appelle la convention d'Einstein de sommation. Convention d'Einstein de sommation. Elle est valable pour les coordonnées cartésiennes, mais pas pour les coordonnées curvilignes telles que les coordonnées cylindriques et sphériques. Elle va me permettre d'alléger les écritures, drôlement, vraiment. Elle va me permettre d'écrire vraiment très simplement des choses très compliquées. Bien, alors qu'est-ce que cette convention d'Einstein, la convention de sommation d'Einstein? La voici, elle est très simple, elle comporte deux étapes. Premièrement, numéroter les axes. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons l'axe X, Y, Z, on va les appeler X1, X1, X2 et X3. La vitesse de tout à l'heure, Vx, Vy, Vz, les projections Vx, Vy, Vz, je les appellerai tout simplement V1, V2 et V3. Et je ferai la même chose, exactement la même chose pour les vecteurs de base du repère. Au lieu de les appeler 1x, 1y, 1z, je les appellerai 1,1, 1,2, 1,3. 1,1, 1,2, 1,3. Donc les vecteurs de base du repère OX, Y, Z, c'est-à-dire OX, Y, seront notés 1,1, 1,2, 1,3, tel que I. Là j'ai mis 1i, tel que I égale à 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, nous avons numéroté les axes de référence et également les composants du vecteur vitesse. Et pour les besoins de, de ce cours aussi, les vecteurs de base. Et maintenant, on va prendre un premier exemple. Un premier exemple tout simple. Réécrivons le vecteur vitesse de tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, avec la notation de tout à l'heure, c'était Vx1x plus Vy1y plus Vz1z. Avec la numérotation des axes, ça sera V1, 1, plus V2, 1, 2, plus V3, 1, 3. C'est-à-dire, en d'autres termes, la somme des VI1I. La somme des VI1I, telle que I va de 1 à 3, avec I allant de 1 à 3. Ben, la convention d'Einstein, elle vous dit, supprimons ce signe somme qui est très lourd. Supprimons-le. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va savoir qu'il va y avoir, quand on trouve dans les équations VI1I, comment est-ce qu'on va savoir qu'il faut faire une sommation? La règle est très simple. Dès que vous voyez un indice muet I
se répéter, un indice muet, là c'est I, hein, ça aurait pu être I, J, se répéter deux fois dans un même monome, se répéter deux fois dans un même monome, dans votre tête, il faut faire les sommations à travers les trois directions. Donc l'indice muet I apparaît deux fois dans un même monome. Il faut faire la sommation de ces monômes. Avec I sera égal à 1, 2 et 3. Il faut faire la sommation. Donc regardez bien, nous sommes passés de trois monômes à uniquement un seul monôme, qui veut dire ceci, la première ligne. Donc c'est très puissant, ça m'a permis de passer de trois monômes à un monôme. Donc récapitulons, V, ça sera la somme des VI en I. Einstein nous demande juste de supprimer le signe somme et de maintenir VI en I. I apparaît deux fois dans ce monôme. Ceci veut dire qu'il faudra faire la sommation des trois monômes équivalents avec I variant de 1 à 3. C'est tout. Faisons maintenant, on va faire un second exemple. On va faire un second exemple qui sera la multiplication. Je vais multiplier un vecteur par un deuxième. On va faire le produit scalaire de deux vecteurs, le vecteur V et le vecteur N. Les voici. Donc V, scalaire, j'ai appuyé sur le point, le produit scalaire pour que vous le voyez bien. Hein, c'est un produit scalaire. V scalaire N, c'est V1 N1 plus V2 N2 plus V3 N3. Avec tout simplement, sans la convention d'Einstein, c'est VINI, la somme des VINI. Bien, Einstein, il me dit, supprimez le signe somme, maintenez VINI, on enlève vous avez remarqué que on enlève le produit scalaire, I apparaît deux fois dans le monôme, par conséquent, il faut faire la sommation. Voilà. Je pense que c'est assez clair. La convention d'Einstein, donc les deux étapes étaient les suivantes. Numéroter les axes, puis le signe somme, nous l'ôtons, on l'enlève. L'indice muet, c'est quoi l'indice muet? C'est-à-dire c'est I, J, K, c'est-à-dire c'est pas X, Y ou Z, ou bien X, R, θ, ou bien R, θ, phi, mais c'est un indice muet qui me sert à faire des sommations. L'indice muet, lorsqu'il apparaît deux fois dans un même monôme, eh bien il faut faire les sommations des trois monômes suivant les trois directions. Je rappelle encore une fois, cette convention est valable uniquement pour les coordonnées cartésiennes, pas pour les coordonnées curvilignes. Bien. Et maintenant, nous allons voir quatre opérateurs différentiels. Quatre opérateurs différentiels qui vont nous servir à l'occasion de ce cours, mais également en transfert de masse et en transfert thermique. Alors, je vais commencer par le vecteur gradient. Le vecteur gradient. Pour cela, je vais considérer une fonction phi scalaire. C'est une fonction phi scalaire qui dépendra de x, y, z. Et attention, je vais aborder le problème d'un point de vue physique uniquement. Je ne vais pas aborder le problème d'un point de vue mathématique. Donc je voudrais vous mettre en évidence qu'est-ce que le vecteur gradient. Alors c'est qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, premièrement, calculons la différentielle totale exacte de phi. C'est quoi ça? C'est les trois variations de la variable phi suivant les trois directions. Phi dépend de x, y et z, donc c'est comment varie phi suivant x, comment varie phi suivant y et comment varie phi suivant z. La voici. Donc la différentielle totale exacte de phi, c'est d de phi sur dx dx plus d de phi sur dy dy plus d de phi sur dz dz. Avec la convention d'Einstein, c'est d de phi sur dxi dxi. Einstein me dit supprimons le signe somme, l'indice muet I apparaît deux fois, j'aurais pu choisir J, je l'ai en l'occurrence choisi I, dans ma tête c'est une sommation. Donc vous avez vu, je suis passé de trois monômes à uniquement un seul monôme. Bien. Alors j'observe attentivement le résultat auquel j'ai abouti en pratiquant la différentielle totale exacte de la fonction scalaire phi. Je me rends compte qu'il y a déjà dxi. Et je me rappelle le vecteur déplacement élémentaire, dr, c'était dxi fois ni. Je peux écrire cette différentielle totale exacte comme le produit de deux parties. Une partie entre crochets, que voici, d de phi sur dxi ni, multiplié par d de xi ni. Ça représente le vecteur déplacement élémentaire que nous avons mis en évidence tout à l'heure. Et ça, entre crochets, et bien justement, c'est ça, le vecteur gradient. Le vecteur gradient. Donc, je vais passer à la diapo 32, je résume. La partie entre crochets représente le vecteur gradient de la fonction scalaire phi, qui est noté grad avec une flèche de phi, ou bien tout simplement nabla phi.
on lit nabla phi. Nabla phi. Mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente les trois variations de la fonction scalaire phi suivant les trois directions. Par exemple, si c'était la température, on dira comment varie la température suivant x, suivant y et suivant z. Comme je vous ai présenté ça en amphi, je vous ai dit, on dira très souvent, il y a un fort gradient de température entre l'intérieur de la salle, l'intérieur de l'amphi et l'extérieur. Quand je me déplace suivant x, et aussi il y a une variation suivant y et suivant z. Voilà. Donc résumons, grade phi, c'est la partie entre crochets, c'est ça le vecteur gradient. Donc le gradient, c'est les d de phi sur dxi ni, de la fonction phi. De la fonction phi. Alors gardez bien en tête, donc, par conséquent, la différentielle totale de la fonction phi, c'est gradient phi multiplié par le déplacement élémentaire. Retenez bien cette expression parce que j'en aurai besoin lorsque je démontrerai le théorème de Bernoulli dans 4 ou 5 séances. Donc je vous dirai quelle est la différentielle totale de la pression, vous devez me dire c'est grade P fois le déplacement élémentaire. Fois le déplacement élémentaire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Le gradient associe un champ vectoriel à un champ scalaire. Alors je ne l'ai pas dit, le gradient d'un scalaire est un vecteur. Le gradient d'un scalaire est un vecteur. Et qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Ça représente les trois dérivées partielles, c'est-à-dire les trois variations de la fonction phi par rapport aux trois directions, par rapport aux trois coordonnées. Par rapport aux trois coordonnées. Voilà. Donc j'en ai fini avec ce vecteur gradient. Là, ici, j'ai écrit avec la convention d'Einstein, comme tout à l'heure. Et je rappelle que le vecteur nabla, c'est-à-dire gradient, voici comment est-ce qu'il s'écrit. Bien, voilà. Nous avons vu le premier opérateur vectoriel, c'est le vecteur gradient. C'est le gradient d'une fonction scalaire dont le résultat est un vecteur. Nous allons à présent parler d'un second opérateur différentiel qu'on appelle la divergence. La divergence d'une fonction vectorielle. La divergence d'une fonction vectorielle. Quand je vous dis div v, ça ne veut rien dire pour nous. Divergence de v, ça ne veut rien dire. En revanche, si je vous dis divergence de v, c'est exactement nabla scalaire v, là je sais. Puisque maintenant je sais ce que c'est que nabla. On l'a démontré dans la diapo d'avant. Nabla, c'est d sur dxi de 1i. d sur dxi de 1i. Scalaire v. Puisque j'ai choisi l'indice i, je dois choisir un autre indice. Donc je dirais c'est vj 1j. vj 1j. Voilà. Donc c'est vj 1j. Ensuite je prends vj, je le rapporte ici, et le 1, je le rapporte avec la base. Donc j'aurai le produit scalaire des bases multiplié par d de vj sur dxi. Le produit scalaire des bases multiplié par d de vj sur dxi. Alors observons attentivement ce produit scalaire. Le produit scalaire de ni par nj. Bon, il n'y a pas 36 000 résultats, il y a deux résultats possibles. Si les bases sont perpendiculaires, c'est 0. Si les bases sont collinéaires parallèles, c'est 1. Donc en fait, delta, si i égale à j, c'est 1. En d'autres termes, si c'est suivant x, x, xx, y, y, z, c'est 1, 1, 1. En fait, ça représenterait la matrice identité que nous appelons le tenseur de Kronecker et que nous représenterons par delta ij. Donc qu'est-ce que delta ij? C'est la matrice identité que voici. Lorsque i égale à j, c'est-à-dire xx, y, y, z, c'est-à-dire lorsque i égale à j, ben ça vaut 1, 1, 1. Donc à quoi va être égal le résultat? Quand c'est 0, c'est lorsque i différent de j. 0 fois quelque chose, c'est 0. Il me reste le cas 1, donc c'est soit d de vj sur dxj, soit d de vi sur dxi. Je vais vous expliquer ça, parce que j'ai fait le détail, le voici. Donc pour le 0, ça va partir. Il me restera d de vj sur dxj, ou alors d de vi sur dxi. Donc divergence de v, c'est d de vj sur dxi, ou bien d de vi sur dxi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut aller un tout petit peu plus loin. Pourquoi? On se rend compte que divergence de v, dans divergence de v, il y a d de vi sur dxi. L'indice i, muet, est apparu deux fois dans ce même monome. Par conséquent, en coordonnées cartésiennes, à quoi va être égale divergence de v? Divergence de v va être égale à d de vx sur dx plus d de vy sur dy plus
dvz sur dz, en coordonnées cartésiennes. Bon, normalement, nous avons terminé avec le second opérateur différentiel. Je vais maintenant voir le troisième. Il s'appelle le Laplacien d'une fonction scalaire. Le Laplacien d'une fonction scalaire, delta phi. Delta phi. Delta phi, c'est un peu abstrait, on ne sait pas trop ça représente quoi, mais si je vous disais que delta, c'est nabla carré. Nabla carré, c'est nabla, nabla phi. Nabla, nabla phi. Or, nabla phi, ça me rappelle gradient de phi, puisque phi est un scalaire précédé par nabla, c'est un gradient. Or, nabla phi est un vecteur. J'aurai donc nabla multiplié par un vecteur. Donc je vais décomposer tout ce que je viens de dire. Voilà. Vous avez compris que nabla phi, ça représente gradient phi. Ceci est un vecteur. Je vais multiplier scalairement nabla par un deuxième vecteur. Donc on appellera ça en fait, si je voulais, j'aurais appelé ça divergence de ça fois ça. Bien. Alors, nous connaissons depuis maintenant un moment ce que veut dire nabla. Nabla, c'est d sur dxi de ni. Je vais choisir pour ce premier nabla, et ici, je choisirai j. Ça me donnera ceci. d sur dxi de ni, scalaire, d de phi sur dxj, nj. Comme tout à l'heure, les bases, je les multiplie scalairement, je les mets ici, et j'aurai à gauche d sur d fois d phi. Donc ça me donnera la dérivée seconde de phi sur dxi, dxj. dxi, dxj. Mais maintenant, on ne va pas trop s'attarder. Ni scalaire nj, ça me rappelle la matrice identité, delta ij. Il me reste d de phi sur dxi, dxj. Comme delta est égal soit la matrice identité, c'est-à-dire le tenseur de Kronecker, est égal à soit 0 lorsque i différent de j, et donc ça ne m'intéresse pas, et 1 lorsque i égale à j, donc je dirais que c'est égal à d de phi sur dxi fois dxi. Alors regardez bien, je n'ai pas voulu vous mettre dxi au carré pour que vous voyez, vous ne loupez pas ceci. Qu'est-ce que je ne voulais pas que vous loupiez? Je ne voulais pas que vous loupiez que l'indice i se répète là aussi deux fois. Et par conséquent, si je devais écrire Laplacien de la fonction scalaire phi en coordonnées cartésiennes, ça donnerait d de phi sur dx2 plus d de phi sur dy2 plus d de phi sur dz2. Voilà, nous avons terminé avec ce second Laplacien, ce troisième opérateur différentiel. Je vais maintenant aller voir le dernier opérateur. Il s'appelle rotationnel d'un vecteur. Donc ça s'écrit rotv. Et idem, il va y avoir nabla. Et comme j'ai déjà utilisé le produit scalaire, il ne me reste plus que le produit vectoriel. Donc on me dit rotv. Ça me paraît un peu abstrait, mais si je vous dis que rotv, c'est exactement nabla vectoriel v, ben maintenant on sait comment ce qu'il faut faire, puisque nous avons appris à l'occasion de la ligne de courant. Dès que nous avons un produit vectoriel, il faut penser à construire la matrice. La première ligne, ce sont les trois directions, nx, ny, nz. La deuxième ligne, les projections suivant x, y, z de delta. Et la dernière ligne, c'est les projections de v. Donc ce sera nx, ny, nz, d sur dx, d sur dy, d sur dz, vx, vy, vz. Ou bien, si j'avais numéroté les axes, 1, 2 et 3. Voici ce que j'obtiens. Comme tout à l'heure, je pratique les trois déterminants. J'obtiens les moyens moins les extrêmes, d de vz sur dy moins d de vy sur dz pour la première composante. La seconde, je commence par les extrêmes moins les moyens, d de vx sur dz moins d de vz sur dx. Et enfin, le troisième déterminant, d de vy sur dx moins d de vx sur dy. Voilà, ceci termine cette première séance. Donc récapitulons. Nous allons au cours de ce semestre étudier la mécanique des fluides. En fait, c'est quoi? Nous allons étudier l'écoulement des gaz et des liquides et des mélanges polyphasiques parce qu'ils sont classés parmi cette catégorie. Et on s'attellera à décrire cet écoulement, à les décrire. Mais pour pouvoir les décrire, il me faut d'abord établir les équations, les lois qui gouvernent cet écoulement pour pouvoir déterminer les caractéristiques. J'ai donc commencé avec vous avec la description lagrangienne que j'ai rapidement rangée de côté puisqu'elle était inapplicable pour le cas des fluides puisqu'ils étaient déformables et que je ne pouvais plus travailler avec une infinité de points. Nous avons adopté
la description eulérienne avec ses notions de champ, ça consistait à considérer un point de l'espace à un instant t donné et y affecter un vecteur vitesse local lorsqu'une particule fluide s'y trouvait. Du coup, la vitesse dépendait de l'espace et du temps à travers donc les trois variables spatiales x, y, z et le temps. Et donc nous avons ensuite parlé rapidement, brièvement de la trajectoire, mais nous sommes passés ensuite à la convention de sommation d'Einstein, qui est une manière d'écrire qui va me permettre de simplifier les écritures. Elle consiste en premier lieu à numéroter les axes, puis à supprimer le signe somme. Lorsque l'indice muet apparaît deux fois dans un même monome, il faut penser toujours à faire la sommation de ce monome à travers les trois directions. La convention d'Einstein, évidemment, elle est valable uniquement pour les coordonnées cartésiennes, pas pour les coordonnées curvilignes telles que les coordonnées cylindriques et sphériques. Et enfin, nous avons vu quatre opérateurs vectoriels. J'ai oublié de vous le dire, mais en fait, ce sont des dérivées spatiales uniquement, ce ne sont pas des dérivées temporelles. Ce sont des dérivés par rapport à l'espace. Nous avons commencé par le vecteur gradient, nous avons également vu la divergence d'un vecteur, le laplacien d'un scalaire et enfin le rotationnel d'un vecteur. Voilà, j'espère que tout est compris. Vous pouvez m'adresser vos questions sur la chaîne ou bien sûr vous laisser dans les commentaires. Voilà, bon courage et à très bientôt. Merci de votre attention et à la deuxième séance, Inch'Allah. Salam alaikum.